Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve ce jeudi 6 août pour un nouveau Facebook Live. Alors je précise pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre que vous l'avez remarqué, on n'a pas fait d'émission la semaine dernière à cause de l'actualité des transporteurs et de la nouvelle route du littoral qui nous a pris beaucoup de temps, vous vous en doutez. Mais on reprend cette semaine avec une nouvelle émission. Vous en avez l'habitude, c'est notre 11e, il me semble, émission maintenant, 11e ou 12e. On a une bonne dizaine d'émissions derrière nous. Et à chaque fois, donc, le même schéma, on accueille un invité dans nos locaux, à Imas Presse Réunion, comme vous pouvez le voir ici. Et en deuxième partie d'émission, vous serez invité à poser toutes vos questions. Donc aujourd'hui, on reçoit Jérôme Galabert. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Jérôme Galabert qui est, vous le savez peut-être déjà, le directeur du festival Sakifo qui se déroule à Saint-Pierre chaque année. Évidemment, cette année, c'est un petit peu particulier puisque le Sakifo a été décalé 2 fois. Il devait se dérouler dans un premier temps fin mai. C'est ça, dernier week-end de mai, oui. Dernier week-end de mai, il a été décalé début septembre. Mi-septembre. Et il a été redécalé mi-novembre. Du 13. Du 13, 14 et 15 novembre précisément. Voilà, 13, 14, 15 novembre, donc les dates du Sakifo en espérant qu'ils se maintiennent. Décalé 2 fois, donc le Sakifo qui bien évidemment, comme tous les festivals, les concerts, etc., a été marqué par la crise Covid. On en parlera avec vous Jérôme, on parlera aussi du secteur de la culture plus généralement qui est marqué par la crise Covid. On parlera quand même du Sakifo et de la musique d'un point de vue programmation, qu'est-ce qui nous attend cette année. On va quand même essayer de faire la fête cette année au mois de novembre. Et puis on parlera bien évidemment aussi du Maloya qui a été marqué par le décès de Tiloun et Simon Lagarrigue récemment. Donc on parlera de tout ça avec vous Jérôme. Et en deuxième partie, on retrouve Alessandra. Bonjour Alessandra. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Voilà, Alessandra, du coup, journaliste à Imas Presse, qui relaiera donc toutes vos questions que vous pouvez poser ici dans ce live, directement dans le fil de commentaires. Elle se chargera dans la deuxième partie d'émission de les relayer. Alors sans plus attendre, Jérôme, on va commencer avec quelques questions. Première question, tout simplement, est-ce que cette année, le Sakifo va pouvoir se maintenir selon vous? Oui, je l'espère en tous les cas. On espère. On fait tout pour. On est en relation avec les autorités administratives compétentes depuis pas mal de temps. D'un point de vue juridique, aujourd'hui, si on s'en tient aux différents décrets, la réponse est oui. C'est la raison pour laquelle on a décidé de remettre en place la billetterie et de vendre. Dans quelles conditions il pourra se dérouler à l'arrivée, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais a priori, sur un schéma minimum, on pense qu'il aura lieu. C'est pour cette raison qu'on est passé un petit peu au-delà du report, ce qu'on avait déjà fait une première fois. La première fois, on a fait un report, mais le flou était tellement important qu'on a suspendu purement et simplement la billetterie, mis à part les remboursements pour les gens qui le demandaient. Et on n'a pas redémarré de billetterie, on n'a pas communiqué sur une programmation pour le mois de septembre. Non pas qu'on ne l'avait pas, on l'avait, mais en même temps, les conditions ne le permettaient pas. Et l'avenir a montré que la réalisation du festival au mois de septembre était purement impossible, utopique pour plein de raisons. Et donc on a fait ce choix de repousser une fois de plus au mois de novembre, mais cette fois-ci avec un peu plus de garantie, ce qui nous a permis de faire 2 choses. Dans un premier temps, d'étendre la période de remboursement, d'ouvrir la billetterie. Une fois la billetterie ouverte, de donner la possibilité aux gens de modifier leur billet, ce qui va rester d'ailleurs d'actualité pendant quelques temps, puisque certaines personnes avaient déjà pris leur billet, font le choix de revenir au mois de novembre, mais je dis n'importe quoi, par exemple, vous voulez voir Mika le samedi soir, Mika n'est plus là, et l'artiste qu'il voudrait voir, c'est Davis Sicard, qui était lui aussi prévu un samedi soir et qui va jouer le dimanche. Donc ils peuvent demander à reporter leur billet initial du samedi au dimanche. Donc on en est là, c'est-à-dire à avoir donné les premiers noms de la programmation et à avoir repris un semblant de cours normal de notre activité, c'est-à-dire un rapport avec les festivaliers de commerce de billets et qui marche dans les 2 sens, c'est-à-dire ils peuvent encore se faire rembourser, enfin ils pouvaient jusqu'au 31 juillet se faire rembourser, ils peuvent encore modifier s'ils le souhaitent. Voilà. Le tout dans un contexte extrêmement compliqué puisque on est comme la très large majorité des entreprises de notre secteur en activité partielle. Donc par exemple, tous les salariés de Sakifo Production sur le mois d'août
sont arrêtés à 100%, ce qui est la première fois. On avait fait le choix, nous, jusqu'à maintenant, de maintenir un semblant d'activité, même si ce n'était pas forcément vrai pour tout le monde, mais ça nous a permis de maintenir ne serait-ce que le moral des équipes, et puis d'essayer d'avancer un peu, donc jusqu'au point de démarrage de la billetterie. Là, nos équipes soufflent, et puis on verra si on y voit plus clair en septembre, dans quelles conditions on peut travailler, même si il faut que les choses soient très claires. Pour nous, ce sont d'ores et déjà des conditions dégradées. Vous parliez de remboursement des billets, notamment, il y a eu beaucoup de demandes de Très peu. remboursement. Très peu, moins de 20%, ce qui est assez extraordinaire. La très grande majorité des festivaliers ont maintenu leur achat, ce qui nous a beaucoup touchés. Une bonne nouvelle pour vous. Ils n'étaient pas très nombreux puisqu'on venait à peine de démarrer la billetterie, donc en nombre. Il faut quand même rappeler qu'on était très engagé dans la production des Francopholies, qui est le dernier festival, particulièrement de France, à avoir eu lieu. Des Francopholies de la Réunion, donc en mars, et donc on avait démarré la billetterie de Sakifo à peine. Ce qui fait qu'on avait peu de festivaliers qui s'étaient engagés financièrement, et qu'on a suspendu très rapidement la billetterie pour pas qu'il y ait de démarches et de tracasseries inutiles, et pour les uns, et pour les festivaliers, et pour nous. On n'a aucun problème à rembourser, dans le sens où c'est quelque chose qu'on avait déjà vécu lorsqu'il y avait eu l'annulation due aux intempéries. Les festivaliers savent très bien, ils ne sont pas inquiets, ils savent très bien qu'il n'y a pas d'embrouille. Ça fait, voilà, on va être sur 17 ans, je crois. 17 ans le Sakifo ? Je crois, ouais, 16, 17, je ne sais plus à force. Il faudrait demander à Anne-Gaëlle Bénard, responsable de la communication, elle sait tout ça mieux que moi. Moi, je retiens pas les chiffres. Et alors là, on a parlé pas plus tard qu'hier de ce changement qui avait déjà été annoncé à partir du 1er septembre concernant les rassemblements de 5000 personnes. On peut de nouveau dépasser 5000 personnes, mais avec une réglementation de distanciation physique qui est toujours censée être appliquée. Comment ça peut s'appliquer, ça, dans Impossible. un festival comme le Sakifo ? C'est impossible. Nous, de toute façon, ce qu'on a proposé au service de l'État, c'est de réaliser le festival avec peut-être une jauge réduite. On a une capacité d'accueil de 23 000 personnes. Donc on veut bien travailler sur la réduction de la jauge aux 23 000 personnes jour sur site. Donc on veut bien travailler sur des aménagements, on veut bien travailler sur un certain nombre de mesures de précaution. On veut bien réduire la jauge, mais il sera absolument impossible pour nous d'interdire et de faire respecter une distanciation physique. C'est hors de question, impossible. Parce que normalement, on est censé garder une distance entre les groupes, mais comment on fait pour identifier ça ? Voilà, nous, on ne pourra pas faire ça et on ne le fera pas. Donc, pour l'instant, on s'inscrit dans une démarche qui est un peu différente, enfin, qui nous paraît être la bonne, pas qu'à nous, j'ai l'impression, puisque c'est un dialogue, qui consiste à dire que le virus a très peu circulé sur le territoire réunionnais, que les mesures qui sont en place aujourd'hui de tests au départ de la métropole essentiellement pour l'instant, et on l'espère fortement, des autres territoires de la zone océan Indien à partir de début octobre, pour certains, de mi-septembre pour d'autres, sont basés sur le test. Donc à partir du moment où les populations entrantes sont testées, on voit que c'est en œuvre, on voit que très peu de cas arrivent à passer à travers les mailles, et quand bien même ils passent, on voit que le niveau de circulation étant faible, ça ne contamine pas, on n'est pas dans les logiques de fabrication de clusters. Alors pour l'instant, moi je ne suis pas scientifique, ce n'est pas à moi d'affirmer ça, je me base sur ce que vous, les médias et la presse et les personnes en charge communiquent comme résultat, et j'en livre une analyse. Voilà, et je propose des solutions en lien, il me semble, avec et cette analyse et les responsabilités des uns et des autres. En tant qu'organisateur de fêtes de spectacles, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'on est responsable. La sécurité sur un festival comme le Sakifo, c'est le 3e budget historique depuis toujours. Quand il y a eu la période des attentats, on a été capable de s'adapter, de faire face aux situations. On a des équipes locales d'une compétence exemplaire.
Il n'y a pas de débordement, il y a très peu d'évassan sur le festival. On n'a jamais connu, je touche du bois, de drame, parce que d'abord les festivaliers sont responsables et se comportent bien chez Osakifo. C'est un festival qui accueille un public bon enfant, heureux de se réunir, de se mélanger, de rencontrer des artistes d'ici et d'ailleurs, et que l'encadrement professionnel est exemplaire. Et ça a été aussi, à travers la marque Sakifo, quelque chose qu'on a voulu, et peut-être on n'a jamais trop mis l'accent là-dessus, mais voulu démontrer depuis toujours. C'est ce côté, nous les capables, quoi. Nugain fait un festival de dimension nationale, voire internationale. On n'a à rougir de rien. Nous avons des compétences ici, et nous mettre ça en valeur et nous fait notre affaire. Et nous n'avons pas de problème à faire ça. Voilà. Donc, si chacun assume sa part de responsabilité, nous, on est capable d'assumer la nôtre. Ensuite, avant de démarrer cette interview, on parlait des francopholies de la Réunion. Sur les francopholies de la Réunion, on a accueilli pratiquement 20 000 personnes. Que je sache, malgré le fait qu'on ait communiqué, que certaines personnes aient jugé bon de communiquer sur la présence d'une personne atteinte de la Covid sur un des soirs, que je sache, on n'a pas développé de cluster non plus. Donc, je pense, enfin, notre philosophie et la démarche de dialogue qui est la nôtre, et j'espère qu'elle va se répandre au national pour le coup, pour plein de raisons. D'abord parce que notre profession est en train de mourir et que c'est dramatique. Pas dramatique uniquement pour nous, nos emplois et nos métiers, c'est dramatique pour l'ensemble de la population, je le crois profondément. Alors on abordera cette question voilà. Concernant le secteur de la culture et de la musique qui a forcément souffert de cette crise. Qui souffre encore. Et qui en souffre et qui est encore un de ceux qui en souffrent encore et le plus, parler, et oui. pour lequel très peu de choses ont été mises en œuvre, voire quasiment rien. Alors juste concernant toujours l'organisation du festival face à la crise Covid, le masque est obligatoire en lieu clos. On imagine que ça va être difficile de le porter dans la salle verte. Non, mais je ne considère pas la salle verte comme un lieu clos à titre personnel, vu le nombre d'issues de secours et d'ouvertures qu'il y a, et vu la matière en quoi elle est fabriquée, la salle verte, elle laisse passer l'air. C'est des débats qu'on a eus, par exemple, sur la capacité de la salle verte à s'envoler en cas de grand vent. À partir du moment où ça traverse, il n'y a pas de prise au vent et ça ne s'envole pas. Ça fait quand même, on a bien vu lorsqu'il nous a fallu annuler la soirée où était prévu Mathieu Chédid il y a quelques années pour cause de vent et de pluie, puisqu'on avait des rafales qui dépassaient les 70 km/h, avec Yann Anderson de la société Stageoy, qui est un très grand professionnel. On a très rapidement, il m'a alerté tout de suite, il a enlevé les bâches arrière de scène pour justement laisser passer l'air, et très rapidement il a pris la décision avec nous d'abaisser les scènes, et c'est parce qu'on a baissé les scènes et qu'on ne pouvait pas jouer qu'il a fallu annuler. Entre autres, bien sûr, il y avait la pluie, mais pas que. On a déjà connu des soirées avec de la pluie au festival et ça n'a rien arrêté. C'est la combinaison pluie et vent qui est mauvaise, et notamment la violence du vent. Que je sache, cette année-là, la salle verte ne s'est pas envolée. C'est-à-dire que le vent, il traverse. Il n'y a pas eu besoin de démonter quoi que ce soit à la salle verte. Donc pour moi, c'est un lieu qui n'est pas fermé. Donc à date, la salle verte est prévue. À date, il ne nous est pas demandé d'imposer un masque à l'intérieur de la salle verte. À date, on peut raisonner d'une manière ou d'une autre. La loi qui a été la loi d'urgence sanitaire s'est arrêtée le 11 juillet. Elle avait pris des dispositions qui allaient jusqu'au 31 août. Le festival a lieu 13, 14 et 15 novembre. Le cadre définitif dans lequel le festival doit avoir lieu est un retour à la normale. Je suis désolé, sauf à ce qu'on nous dise le contraire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, les communications que je vois passer pour le moment ont l'air d'aller vers un peu d'assouplissement. Je peux qu'y souscrire, je l'encourage fortement, a fortiori si la doctrine reste la même, à savoir, de ce que j'ai compris de la position du gouvernement, plus de reconfinement généralisé à l'ensemble du pays, plus de mesures généralisées à l'ensemble du pays, mais un traitement différencié selon les régions, sous l'autorité des préfets, parce que chaque situation est différente dans un territoire ou dans un autre. Il est bien évident, et je pense que ça parle à tout le monde, si le Sakifo avait lieu en Guyane, je serais incapable d'avoir le même discours avec vous aujourd'hui.
Le Sakifo n'a pas lieu en Guyane, il y a lieu à l'île de la Réunion, dont on mesure depuis des mois le niveau de contamination, dont on maîtrise le niveau de capacité de traitement et de faire face à telle ou telle crise dans tel ou tel scénario. Tout cela a été, je l'espère et je le crois, prévu par les autorités et ainsi de suite. Et comme on a une façon de travailler avec les autorités qui est très étroite, on est capable, il y a des PC sécurité, il y a des liens avec les services de police, des établissements sanitaires, enfin je veux dire, et encore une fois, c'est le 3e budget du festival, donc ça veut dire beaucoup de gens qui travaillent. Je veux dire, on a connu des situations, sans donner de nom, enfin il y a des gens qui ont fait des arrêts cardiaques au milieu de la foule et on les a sauvés. Vous êtes capable d'agir. Les équipes de André Bouraya, les équipes de Stage OI, les équipes de Thomas Noni, de la Régie ou de RP Réunion, pour nommer les entreprises, sont des équipes extrêmement professionnelles, y compris celle du Sakifo. Le rapport entre nous est quasi fusionnel. Je veux dire, on travaille ensemble depuis longtemps. On a co-construit les dispositifs ensemble. On les a élargis dans le cadre de dossiers de sécurité. Il faut que les gens sachent, par exemple, que quand on a démarré le festival il y a quelques années, le dossier de sécurité du festival, ça devait être une dizaine, une quinzaine de pages. Et alors juste aujourd'hui, c'est épais comme ça. Je rebondis, tout à l'heure, vous parliez de la météo. Là, le Sakifo va se dérouler en novembre. Vous redoutez un petit peu la chaleur ou pas du tout? En tant qu'organisateur de spectacle, on redoute tout le temps. Je veux dire, tant que la fête n'est pas belle et finie, finalement, elle n'est pas totalement belle. Pour nous, il faut arriver au bout des choses parce que notre responsabilité est engagée vis-à-vis des gens et que ce n'est pas neutre, on n'est pas des plaisantins. On fait ça sérieusement et on essaye de le faire bien. Alors, des fois, on se loupe sur des choses, on est humain, comme tout le monde. On peut plus ou moins réussir notre métier, mais s'il y a bien un endroit où on ne triche pas, encore une fois, et où on fait beaucoup de soins, c'est la sécurité. Ensuite, la météo, c'est bien un endroit où on peut rien décider, c'est pas nous. Quand on fait avec ce qui se passe en temps réel. Donc on est préparé à traiter en temps réel. Bon, la chaleur, il y a des bars. Et puis le soir, il ne faut quand même pas exagérer, on n'est pas sur des chaleurs caniculaires mi-novembre. On fait un festival au mois de mars, qui est les Francopholies de la Réunion. Et voilà, il n'y a personne qui a souffert de ça. On fait attention aux équipes, parce qu'elles, c'est un peu différent. Venir faire la fête alors qu'il fait chaud, c'est plutôt agréable. Travailler dans des conditions de chaleur un peu intenses, c'est plus difficile. Donc on fait attention aux équipes, il y a de l'eau à disposition. Enfin, voilà, Et on peut faire un point sur la programmation, peut-être oui. aussi parler un petit peu plus légèrement de ce qui est prévu sur le plan musical. Ça a beaucoup changé énormément avec le décalage du Sakifo. Alors qu'est-ce qui nous attend là pour l'instant pour le mois de novembre? Alors ce qui a peu changé, c'est la programmation locale. On a maintenu la très large majorité des artistes locaux, je crois à une ou deux exceptions près, à quelques exceptions près, même si on n'a pas encore donné tous les noms, mais la dynamique est que la majorité des artistes locaux sont maintenus. Sauf s'il y a des enjeux stratégiques pour eux, auquel cas on est sur une logique de report. C'est le cas sur un certain nombre, mais très peu. On a fait un choix aussi de politique artistique et de politique économique, sociale, sociétale et identitaire de maintenir une grande partie de la programmation océan Indien. Donc c'est le cas avec Black Ayo d'Île Maurice, c'est le cas avec les 5 groupes sud-africains qu'on accueille. Donc il y a Stugiti, BCUC, Jürgen Blackrock, Black Jacks et Bongeziwe Mabandla. On a maintenu aussi dans cette dynamique-là Azagaya and the Mighty Rebels du Mozambique et je ne sais pas si on l'a déjà annoncé ou pas, mais on va maintenir Étienne de Madagascar. C'est un choix volontariste qui a, au-delà du choix artistique, puisqu'on les avait déjà programmés, donc on était déjà convaincus, est aussi un choix politique parce que les lignes aériennes ne sont pas réouvertes encore dans la zone. Un de nos partenaires qui est Air Austral est une des plus belles entreprises réunionnaises et fait face à des grandes difficultés. Et je suis assez âgé pour avoir connu une autre époque, beaucoup plus âgé que vous, et donc
J'ai connu cette époque où il n'y avait pas suffisamment de compagnies qui desservaient le territoire, et je sais ce que ça implique, sans vouloir critiquer qui que ce soit. L'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'extérieur et le développement des savoir-faire locaux. Et Aerostral a démontré que c'était une magnifique entreprise capable de se développer et d'offrir dans son domaine d'activité un service exemplaire. Donc voilà, on est solidaires. On espère qu'ils vont pouvoir revoler sur la zone océan Indien. Et on est aussi solidaire de la situation sociale, économique des artistes de l'océan Indien qui est, dans la majorité des cas, encore plus rude et encore plus difficile que pour les artistes réunionnais ou les artistes français d'une façon générale. Alors on en parlait tout à l'heure, hein, le monde artistique a énormément souffert de cette crise et en souffre encore. Qu'est-ce que vous observez, vous? Qu'est-ce que vous attendez aussi? Puisque on le sait, sur le plan national, le monde de la culture a aussi lancé un appel au gouvernement en demandant plus d'aide, en demandant de débloquer un peu tout ça pour reprendre un cours de vie un peu plus normal. Vous, quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que vous avez peur pour l'avenir également? Bien sûr. On a très rapidement joué le jeu, entre guillemets, c'est-à-dire très rapidement, on nous a demandé de participer à des réunions de travail, à des structures de création de structures d'urgence, de faire remonter des chiffres de chiffre d'affaires d'entreprise, de nombre de salariés, le nombre d'artistes qu'on faisait travailler depuis X années en arrière, ce qui était prévu cette année, et ainsi de suite. On a tous joué le jeu, toutes les structures, qu'elles soient subventionnées, pas subventionnées, associatives, de droit entrepreneurial, privé, au sens, même si pour moi l'association c'est souvent d'entrepreneuriat aussi, mais entreprises individuelles, petites, moyennes, grosses, tout le monde a joué le jeu. On a alimenté l'État avec énormément d'informations. Ce qui nous a probablement manqué, c'est une stratégie commune. Le monde de la culture est quand même un monde riche de sa très grande diversité. Et c'est ce qui a fait la force de la culture à la française, je crois, et qui fait encore cette force et qui, je l'espère, la fera encore demain. Même si on voit bien que certains phénomènes de concentration sont une réalité parfois extrêmement menaçante, mais bon. C'est aussi ce qui, en la matière, dans la crise, a été un peu notre faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a eu parfois, pas tout le temps, et absolument pas à La Réunion, il me semble, il y a eu une voix commune à La Réunion. Peut-être pas suffisamment au niveau national, et ce qui fait que peut-être c'est une des raisons pour lesquelles on ne nous a pas répondu. À date, une seule vraie réponse, et encore, le décret vient à peine d'être publié au journal officiel, alors que ça a été annoncé déjà depuis un bout de temps, c'est la mesure pour les intermittents, ce qui est une excellente mesure. C'est une mesure qui leur permet une bouffée d'oxygène jusqu'au 31 août 2021, d'un point de vue de leurs ressources, mais qui n'est pas du tout une mesure qui engage l'avenir au-delà du 31 décembre. Or, nos métiers ne s'exercent pas aujourd'hui pour demain. Il y a une temps de latence, il y a pour les artistes des temps de création, pour les équipes techniques qui accompagnent ces artistes des temps de création qui prennent du temps, pour les équipes quelles qu'elles soient, les programmateurs, les diffuseurs, un temps aussi. On ne dit pas je vous mets sur une scène demain matin, un clic-clac, c'est monté. Non, il faut monter une scène, ça prend du temps. Il y a des réglementations qui est ce qu'elle est, mais plutôt lourdes, qui imposent aussi des temps de latence et des dispositions. Et pour tout ça, il n'y a pas de réponse, ou très peu. Ce qui fait qu'on va se retrouver à la rentrée de septembre, et c'était le sens de l'appel des 1500 signatures, qui était de dire prenez au dernier conseil de défense une décision ferme sur la réouverture des salles en conditions normales, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Je le déplore. Il faut comprendre, et c'est aussi pour cette raison qu'on se bat pour faire le festival au mois de novembre, c'est-à-dire que tout ce qui ne reprendra pas entre maintenant et le mois de décembre est de nature à fragiliser, au point que ça n'ait pas lieu, tout le premier semestre 2021. Et si le premier semestre 2021 est fragilisé, alors c'est toute la saison d'été 2021 qui risque de ne pas avoir lieu. Et donc là, on parle d'un report en 2022. Donc vous voyez bien que la mesure sur les intermittents
C'était quelque part quelque chose de nécessaire, mais si on n'utilise pas cette petite bouffée d'oxygène pour faire en sorte que tout le reste se mette en place, ça ne servira à rien. C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui sur le temps partiel. Si le temps partiel est là pour, dans notre domaine, c'est une extension jusqu'au 30 septembre. Si avant le 30 septembre, il n'y a pas de la visibilité sur les aides réelles pour le secteur, pour qu'ils ne disparaissent pas, et qu'on soit obligé de licencier, notre réalité, c'est ça. Faut que les gens aient bien conscience de ça. Si on licencie, ça veut dire que tout cet accompagnement de temps partiel est de l'argent qui aura été perdu. Sur le plan des difficultés financières, vous aviez lancé une pétition aussi pour alerter sur tous ces sujets. On n'a pas lancé, on n'a pas lancé nous de pétition, on a participé à bon nombre de pétitions pour attirer l'attention de la force publique sur l'urgence et aussi sur ce qui découle d'une disparition éventuelle du secteur et tout ce qu'on appelle le ruissellement, c'est-à-dire la majorité, on va dire la très grande majorité des fonds qu'on génère, qui arrivent chez nous d'une manière, d'un canal ou d'un autre, que ce soit un billet acheté par un spectateur, que ce soit, ce qui, par exemple, dans le cas de Sakifo, est la majorité de nos recettes, que ce soit une subvention publique, que ce soit un sponsoring d'un acteur privé ou ainsi de suite, la majorité de ces sommes-là ruissellent. Ça va aux artistes, ça va aux équipes techniques, ça va aux prestataires, ça va aux équipes qui font le festival bien sûr, mais ça va aussi à des hôteliers, à des restaurateurs, ça va à des gens qui travaillent dans le domaine de la sécurité. J'entendais ce matin des syndicats sur une antenne nationale, des syndicats de sécurité par exemple, qui ont perdu à peu près 35 à 40% de leurs résultats parce qu'il n'y a pas d'activité événementielle cet été en métropole. Donc ça ruisselle. Donc il faut imaginer que si tout ça disparaît, il n'y a plus de ruissellement. Donc les réactions en chaîne vont être assez catastrophiques. Très rapidement, Sakifo Production adhère à un syndicat. Ce syndicat a très rapidement mené une étude, un cabinet spécialisé qui s'appelle EY, qui a fait une étude et qui a dit voilà, les adhérents du syndicat du Prodis, pour le nommer, c'est le syndicat qui pèse le plus d'acteurs de la filière musicale en France, en nombre, en chiffre d'affaires, en nombre de salariés, en nombre de structures, ainsi de suite. Peu importe, c'est pas. Voilà. Mais c'est pour vous donner une idée. Le risque, c'est la disparition pure et simple, 51% des entreprises en un an. La fragilité importante de 40% des autres entreprises dans les 2 ans qui viennent, pouvant conduire à une disparition au bout de 2 ans. Seuls 9% des adhérents au syndicat sont susceptibles de survivre. Dans ces 9%, on va trouver qui? Les grands groupes, les plus gros. Mais les petits, eux, ne... Tout ce qui est la majorité de ce qui constitue le syndicat, à savoir des PME comme Sakifo Production, qui ont entre 0 et 10 salariés, et ainsi de suite, tout cela sont menacés de disparition dans les 2 ans qui viennent. Et c'est 90% de ce syndicat qui est le plus important de France. Donc c'est 90% de ce qui va ruisseler aussi. Et on n'est pas les seuls, c'est valable aussi pour le SMA, c'est valable pour toutes les autres structures. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, ça veut dire c'est la disparition des employeurs potentiels. Alors bien sûr, la nature horreur du vide, certains pensent qu'ils vont pouvoir réinventer un monde nouveau, très bien, si c'est un choix que d'attendre un tas de cendres pour réinventer un monde nouveau, pourquoi pas? Nous, on fait bien évidemment un choix inverse qui est de dire il faut qu'on puisse se battre, il faut que les événements puissent avoir lieu, il faut que les salles puissent fonctionner, surtout sur des territoires où le virus circule peu, voire pas, voire très peu. Je fais partie de ceux que ça insupporte de voir encore des cartes de France avec la Réunion en rouge. Ça m'insupporte. C'est faux. La Réunion n'est pas en rouge. La Réunion est vert pâle depuis toujours. Donc, et la communication est importante. Elle est importante pour les Réunionnais, pour qu'on puisse rassurer les Réunionnais et ne pas créer une psychose qui est inutile, voire dangereuse, parce qu'elle peut créer de la dépression. Elle peut créer de la dépression d'un point de vue mental pour les gens, mais aussi d'un point de vue social, économique. Et donc, on vit dans une société qui était déjà fragile avant cette crise, qui bien évidemment peut en sortir encore plus fragilisée. Il faut qu'on se serre les coudes et il faut qu'on redise aux gens, vous pouvez avoir confiance. Pas uniquement pour nous sauver là, mais pour sauver la suite aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on se bat.
Le secteur de la culture et de la musique a forcément été très impacté par cette crise économique, on l'a vu, il l'est encore. À La Réunion, plus localement, il a été aussi marqué sur le plan du Maloya par la disparition récente de deux grands artistes, Tiloun et Simon Lagarrigue. On va en parler aussi un peu parce que c'est important et puisque ça fait partie du patrimoine musical de La Réunion. Ces deux artistes qui ont participé au Sakifo. Cette année, vous deviez avoir Simon Lagarrigue qui devait se produire, c'est ça? Tout à fait. En fait, Simon a joué l'an dernier à la Salle Verte. En fait, on réalise la Salle Verte avec une association de Saint-Pierre, qui est l'association Simon Gavol, depuis toujours. Je salue les membres de l'association, à commencer par son président, Johnny Lagarrigue. Et donc, dans la programmation de la Salle Verte, ce qu'on a fait évoluer l'an dernier comme étant une scène à part entière, avec une programmation étoffée, structurée autour d'hommages aux anciens. Bien sûr, beaucoup de Maloya, mais pas que, mais majoritairement, d'hommages aux anciens et d'émergence de jeunes talents. C'est un travail, une discussion qu'on fait qu'on a fait avec Johnny et qu'on a fait avec Odilon, qui est le programmateur de la salle du Kervegen aussi à Saint-Pierre. Donc voilà, et donc on s'est dit, à partir ça faisait un bout de temps qu'on faisait monter la programmation de la salle verte ensemble, et puis là, à partir de l'an dernier, on s'est dit qu'on va étoffer cette programmation et la structurer de telle sorte que chaque année, un des artistes qui a joué à la salle verte joue sur une autre des scènes par la suite, et en particulier, si possible, avec une captation derrière. C'était le cas de Simon Lagarrigue et de ses musiciens et de sa famille, qui a joué à la salle verte l'an dernier et qui devait jouer sur la scène de Filao cette année. Voilà, donc on souhaite rendre un hommage, et j'espère qu'on rendra un hommage à Simon. On n'a pas eu le temps parce que c'est plus récent que le décès de Tiloun. Donc je pense qu'on rendra un hommage à Simon Lagarrigue sur le festival cette année. Et si ça ne devait pas être le cas cette année et que ça soit le cas, ce sera le cas l'année prochaine. Mais en tous les cas, on travaillera avec sa famille et ses musiciens à faire ça. Et il y a un hommage à Tiloun. Dans le cadre de Tiloun, c'est un cas un peu différent pour plusieurs raisons. D'abord parce que Tiloun est un artiste avec lequel on travaillait. On coproduisait les albums de Tiloun au niveau du label. Je suis l'éditeur de Tiloun au niveau de Sakifo Production, un éditeur à titre personnel, et donc on édite les œuvres de Tiloun, qu'on produit ses tournées. Donc on l'a amené en Chine, au Cap-Vert, en Israël, un peu partout, en Inde, au Rajasthan, enfin voilà. C'est beaucoup de souvenirs, oui. C'est énormément de souvenirs. C'est un artiste, au-delà du travail, c'est une personne dont on était très proche. Et donc, on était par ailleurs engagés ensemble sur un projet pour les 2 prochaines années. Tiloun aurait dû, s'il n'y avait pas eu la Covid, être au Cap-Vert au mois de juillet. À la place, on a entamé le travail de résidence, puisque c'était le travail sur la création de son prochain album. Donc avec ces musiciens, on a inversé, fait un travail de résidence au Kervegen pour créer les nouveaux morceaux, enfin qui étaient déjà là, mais les mettre en forme. Donc on avait démarré ça, et on a enregistré d'ailleurs avec le Kervegen certains de ces titres. Et donc voilà, et très rapidement, avec la famille et avec les musiciens, la décision a été prise de rendre hommage à Tiloun sur le Sakifo, et très naturellement, une des dernières vidéos que Tiloun a postées, c'est des images de Terre Sainte. Tiloun adorait le réchauffer. J'ai des souvenirs personnels très forts avec lui en tant que spectateur à cet endroit-là. Donc l'hommage aura lieu. Donc l'hommage aura lieu au réchauffé, c'est une certitude. Il aura lieu autour des musiciens de Tiloun. On a, sortant d'ici, une réunion pour avancer là-dessus. On a déjà commencé. Ils ont déjà fait le choix, et je les remercie, de maintenir la date du concert qui était prévu dans l'opération des Bambous et Bichic. Ça s'appelle Reviens. Donc les musiciens de Tiloun ont maintenu ce concert en hommage à Tiloun. Nicolas, son fils, était présent, sa sœur était présente,
On a une proximité qui nous permet d'aller plus rapidement et que les gens le comprendront aisément et sans hiérarchiser. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de dire que voilà, on était engagé sur un certain nombre de choses qui font que voilà, c'est une année absolument terrible. En ce qui nous concerne, on a aussi perdu quelqu'un dont j'étais très proche et dont nous étions très proches au festival, qui est Elsa Lorette, qui était notre graphiste et qui était mon ami, pas que à moi, à plein d'autres gens, et avec qui on travaille depuis toujours. Elle a toujours fait tous les visuels du festival, donc on rendra un hommage à Elsa. Quelle forme ça prendra, on y réfléchit, on discute entre nous, on verra. Il faut comprendre que tout ce que je vous dis là se fait dans un climat de grande difficulté, puisque les équipes sont en chômage partiel. On ne peut pas se permettre de faire travailler tout le monde à temps plein, c'est impossible financièrement. On a déjà mangé toutes nos réserves, on a déjà emprunté, on va probablement devoir le refaire. Donc tout ce que je vous annonce aujourd'hui est aussi à prendre avec beaucoup de mesures, puisque c'est d'une fragilité extrême. Donc on a toutes ces intentions-là. Voilà. À voir si vous pourrez les réaliser. Exactement. Sur le Maloya, est-ce que du coup on a un travail de mémoire à faire selon vous, à approfondir? Là on a perdu donc 2 grands noms du Maloya. Il en reste encore évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour entretenir ce travail de mémoire autour du Maloya, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi peut-être pour le moderniser? Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux types de Maloya qui apparaissent aujourd'hui? Il y a plusieurs questions dans vos questions, ou dans votre question. D'abord, c'est une responsabilité collective, et je pense qu'énormément de gens font déjà beaucoup de choses, peut-être pas suffisamment connues, mais le pôle régional des musiques actuelles en matière de patrimoine et de travail sur le patrimoine musical réunionnais, que ce soit pour le Maloya ou pour le Sega ou autre, il y a des projets en cours et il y a des équipes et des personnes extrêmement compétentes qui font un travail extraordinaire, qui mériterait largement d'être plus soutenu et encouragé encore, parce qu'il n'y en a jamais assez. Voilà. Ensuite, c'est de la responsabilité collective aussi, parce que c'est une musique qui n'est pas que patrimoniale, qui est aussi extrêmement actuelle et vivante. Donc c'est de la responsabilité des diffuseurs que de la diffuser, et bien évidemment en live, mais pas que. Je trouve qu'on n'entend pas suffisamment de Maloya sur les ondes, par exemple. On pourrait en entendre beaucoup plus. Il y a des études qui ont montré que finalement la présence de ce genre artistique était minime. C'est des études qui ont été faites il y a quelques années par le pôle régional, et je n'ai pas le sentiment que ça soit inversé de façon radicale, et c'est bien dommage. Parce que quand on a la chance, et c'est une chance, d'avoir un genre musical aussi puissant et aussi extraordinaire, c'est une faute presque que de ne pas s'en servir et de ne pas le valoriser au quotidien. Donc voilà, ça fait partie de nos convictions. Il y a toujours eu, pour ce faire, et parce que ça fait partie de nos convictions, énormément de place dans la programmation du festival, énormément de place au sein même du travail de tournée et de label, que ce soit pour des artistes qui décident d'avoir un travail autour du Maloya d'un point de vue traditionnel, au sens maintien d'une tradition, au sens maintien d'une pratique et d'une expression du genre la plus proche de la tradition possible, on va dire, que de ceux qui veulent le nourrir d'expériences en le croisant avec d'autres genres, que ce soit de l'électro, du jazz, du rock, ou ainsi de suite. On ne trie pas en ce qui nous concerne, parce qu'on estime que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est au contraire de faire la place à toutes ces possibilités-là d'un point de vue artistique. Donc on peut travailler avec des artistes comme Tiloun, et travailler avec des artistes comme Saya, ou Jaco Marron, ou Maya Kamati, ou d'autres, que ce soit au sein du label, des éditions, ou des tournées, ou que ce soit au sein de la programmation du Sakifo, voire y compris au sein de la programmation des Francopholies, à La Réunion ou ailleurs. J'ai la chance d'avoir été élu par l'ensemble de mes camarades des Francopholies, président de la Confédération des Francopholies, donc qui rassemble l'ensemble des festivals des Francopholies dans le monde. Et si cette élection fait sens, c'est pour faire une place plus grande aussi au Maloya au sein des programmations des autres Francopholies. Tiloun, pour ne parler que de lui, était programmé, Maya Kamati l'a été aussi. Donc, peu importe le genre. Voilà,
notre conviction, elle est qu'on on a une chance extraordinaire d'avoir cette musique. Et donc il faut la défendre tous. Merci beaucoup. On va passer, comme promis, à la deuxième partie de l'émission avec quelques questions. Alessandra, peut-être une première question pour commencer. Alors pour commencer, on a une première question. Quelqu'un s'interroge sur la difficulté que vous avez pu rencontrer pour persuader des artistes de venir en cette crise sanitaire. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que des artistes sont refusés de venir parce qu'il y a le Covid, par exemple? Alors, les artistes n'ont pas refusé parce qu'il y a le Covid. Les artistes ont refusé parce que, à cause du Covid, ils ne peuvent pas accepter. Je m'explique. Beaucoup d'artistes travaillent longtemps à l'avance, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sur des tournées. Et donc, l'économie d'une tournée repose sur le fait que il va y avoir une production, c'est-à-dire des frais engagés pour produire le spectacle. Et ensuite, il va y avoir une exploitation de ce spectacle, ce qu'on va appeler la tournée. Et donc, des ventes de ce spectacle à des diffuseurs pour générer une économie qui va, dans un premier temps, rembourser les producteurs de leurs investissements et, si possible, générer des profits. Et qui eux-mêmes, par la suite, seront réinvestis sur d'autres tournées et d'autres projets. Et donc ça repose sur le fait qu'il y ait plusieurs acheteurs. Lorsque la majorité des acheteurs sont contraints d'annuler, il est quasiment impossible pour le producteur de la tournée et dans ce qu'on appelle les têtes d'affiche par exemple, ou ce que les gens appellent les têtes d'affiche, souvent les artistes sont eux-mêmes producteurs ou coproducteurs de leur tournée, donc les premiers investisseurs sur leur propre travail, à travers des structures, des sociétés, des montages on va dire. Toute l'économie autour de la tournée ayant disparu, c'est quasiment impossible pour eux de maintenir une date. Alors dans certains cas, ils ont des alternatives. Je peux prendre un exemple très concret. Par exemple, les artistes de musique électronique Polo et Pan vont venir en DJ set parce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà beaucoup tourné, qui fonctionne et qui, d'un point de vue économique, engage eux et très peu de gens. La tournée qui était prévue initialement, qui était une tournée mondiale, qui passait par les États-Unis et ainsi de suite, engageait beaucoup plus de frais, était beaucoup plus coûteuse, y compris pour nous. Et donc celle-là, elle est repoussée, probablement pas à 2021, mais peut-être à 2022, voire au-delà, ça va dépendre, c'est leur choix. Donc on a, en accord avec eux, fait le choix de maintenir le DJ set pour des frais qui, pour nous, sont un peu moins élevés, et tant mieux, parce que par les temps qui courent, ça va être une nécessité. Pour eux, ça maintient une activité essentielle, et tant mieux. Mais par contre, la grosse tournée, elle n'est pas annulée que chez nous, elle est annulée partout. Donc il y a plein d'artistes qui ont fait le choix de reporter leur tournée. C'est le cas par exemple de Fatoumata Diawara, qui va essayer de reporter ses dates sur l'été 2021. Et on devrait faire partie, si le festival a lieu en juin, début juin 2021, c'est qu'il devrait pouvoir accueillir de nouveau Fatoumata Diawara. Donc le dialogue qui devait être là l'année dernière. Qui devait déjà être là l'année dernière, mais qui, parce qu'elle était enceinte, en fait, n'a pas pu prendre l'avion puisque son médecin lui a interdit de voyager. C'est une bonne raison de ne pas C'est une très belle raison et elle devait venir avec ses enfants. Donc voilà, cette tournée étant annulée, elle est, dans le cas de Fatoumata Diawara par exemple, la tournée est repoussée d'1 an. Ce qui veut dire que la date qui était prévue chez nous est repoussée d'1 an. Voilà, c'est le type d'accord qu'on a. Il y a différents types d'accords. Certains artistes ont purement et simplement annulé leur tournée, comme Polo et Pan, mais d'autres. Et certains autres ont repoussé. D'autres artistes, à l'inverse, avaient des tournées qui étaient prévues sur cette période-là. C'est le cas d'Ayam, dont on n'a pas parlé, mais qui est en pleine tournée, qui veut maintenir sa tournée, qui a en plus, ce qui n'est pas surprenant, un discours extrêmement engagé et volontariste sur le fait de pouvoir travailler. Ayam est un coproducteur avec Live Nation de ces tournées, qui est une multinationale mondiale. Mais eux sont coproducteurs et donc ils ont besoin et ils ont envie. Et voilà, donc très rapidement, Ayam était prévu pour le mois de septembre. On n'avait pas annoncé et quand on leur a demandé s'ils étaient OK pour reporter au mois de novembre, pour eux, vu qu'ils étaient disponibles sur la date, ça a été un oui très rapide. C'est pour cette raison que ça fait partie des artistes annoncés assez rapidement. Voilà. Merci. On passe aux questions suivantes, Alessandra. Justement, vous parliez d'Ayam. Comment est-ce que ça s'organise, en fait, une programmation de festival? Parce que le Sakifo, c'est extrêmement varié. Il y a du rap, il y a de l'électro, il y a du maloya, il y a de la musique du monde. Comment est-ce qu'on construit cette programmation?
Euh, alors, ça dépend des années. Comme vous pouvez le constater, sur 2019-20, c'est un peu compliqué. Mais avant tout, ça doit répondre à l'identité de Sakifo, pour celle de Sakifo, à l'identité des francopholies de la Réunion, pour celle des Franco. Donc, on construit une programmation en fonction d'une affirmation. Sakifo est une affirmation forte qui dit voilà, c'est ça qu'il nous faut, c'est ça qu'il faut, et qui dès le départ a une démarche à la fois d'accueillir des têtes d'affiche nationales, internationales, parce qu'on estime que c'est aussi ça qu'il faut pour la Réunion, pour le public réunionnais. Il ne faut pas oublier qu'un festival est fait aussi et avant tout pour engager une rencontre entre un public et des artistes. Et on considère qu'au moment où on invente ce festival, et puis par la suite, cette attente n'est pas suffisamment satisfaite, et donc on l'affirme ça. On affirme que ça peut se faire en ayant une démarche extrêmement valorisante et inclusive pour tous les artistes locaux. Et donc, depuis toujours, les artistes réunionnais ont été très largement présents dans la programmation. On peut, même si certains prétendent le contraire, s'amuser à regarder toute la programmation. Et présente sur toutes les scènes. Parce que j'anticipe les haters qui disent oui, c'est que sur les petites scènes. Non, c'est pas vrai. Firmin Viry a joué sur la grande scène à Saint-Pierre, Daniel Waro aussi, en duo avec Apollonia, sans Apollonia, l'Indigo en création. Et pas que, c'est-à-dire que des artistes ont joué sur la grande scène à Salahin, ont joué sur la deuxième grande scène qui fait quand même 6 000 personnes, qui est Poudrière, ont joué sur Filao, ont joué sur la Salle Verte, ont joué au Vince Corner, ont joué au T-Bird. Toutes les scènes ont accueilli des artistes réunionnais. Donc voilà, ça c'est fait, merci. Et ensuite, au-delà de la démarche valorisante et inclusive qu'on souhaite toujours dans l'ADN de Sakifo, il y a cette ouverture sur l'océan Indien et cet ancrage régional. Voilà. Et traversant ces 3 règles-là, il y en a une autre qui est une conviction profonde que notre société réunionnaise est une société plurielle et que par voie de conséquence, pour avoir un événement fort et rassembleur, il faut que la programmation artistique soit plurielle, elle soit la plus riche possible, que le pluriel est riche et qu'il faut l'affirmer haut et fort, il faut affirmer que la diversité c'est une richesse et donc que tous les genres musicaux puissent traverser les règles précédentes et être présents. Ce qui veut dire que vous allez avoir des musiques traditionnelles, le maloya, mais pas que. Voilà, on a fait du bento en matière de reggae et du reggae, comme du raga et ainsi de suite, des variantes. Voilà. Et dans les musiques électroniques, parce que ce sont des musiques électroniques, il y a aussi plusieurs genres, les sous-genres et ainsi de suite. Et tout le monde doit pouvoir se retrouver là sans qu'on aille dire ça c'est plus, c'est moins, ça c'est ci, d'un point de vue totalement transversal et égalitaire, comme une véritable richesse. Et peut-être que si on réussit ça, dans l'idée originelle, on réussit quelque chose aussi de transgénérationnel, de rassembleur d'un point de vue social. On va trouver des gens plus ou moins élevés avec une accessibilité possible, des tarifs possibles. Et donc on essaye de faire ça. Alors, je veux bien entendre que ce ne soit pas totalement parfait parce que nul ne l'est et on ne prétend pas l'être. Mais en tous les cas, l'ambition, c'est celle-là. Donc la programmation, pour revenir à la question, doit rassembler tous ces paramètres-là et raconter une histoire d'une année sur l'autre. On voit bien, et ce n'est pas notre choix, que l'année 2020 racontera une histoire particulière. La programmation essaiera de conserver cet ADN-là, d'où un IAM qui va côtoyer l'hommage à Tiloun. On voit bien que l'hommage à Tiloun, on va le faire réchauffer parce que c'est quelque chose qui fait sens, qui raconte une histoire, qui raconte son histoire. Et on essaye de coller à ça. On voit qu'à l'intérieur de la programmation de la Salle Verte, on retrouvera ce qu'on a essayé de construire avec Johnny et Odilon. Et parce que voilà, ce sont des échanges, c'est des co-constructions. Alors ça, je l'ai beaucoup fait seul pendant des années. Et puis ensuite, je me suis adjoint les services d'un programmateur. Mais ça a toujours été, et c'est encore, même s'il y a quelqu'un qui consacre son travail, quelque chose de partagé dans l'équipe. Et de partager dans un deuxième cercle plus large aussi de gens avec qui on collabore et avec qui on partage des idées. Vous parliez de programmation diversifiée. Alors certains accusent encore le Sakifo d'être un festival de oreilles. Pour vous, c'est une accusation qui n'a aucune raison d'être aujourd'hui?
Oui, oui, c'est presque ridicule enfin voilà, d'abord ceux qui font ça ne l'ont jamais fait à visage découvert. Et pour cause, ce serait facile de démontrer que c'est faux. Il suffirait de regarder toutes les images qu'il y a dans tous les médias, que ce soit chez les photographes, euh, les vidéos, les articles des journaux. Les festivaliers eux-mêmes répondent plus souvent maintenant, quand il y a encore quelques rares haters qui sur les réseaux se prononcent dans ce sens-là, ce sont maintenant un peu les festivaliers qui y répondent. Donc nous, on a toujours su que c'était faux. Je viens encore d'essayer de l'expliquer à travers la genèse même du festival. On n'y a jamais franchement répondu. Bon, bah, s'il y en a qui pensent encore ça, je veux dire, il y en a qui pensent encore que la Terre est plate, quoi. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Enfin, pas grand-chose à dire à ces gens-là. Débat futile. Si ce n'est, faites donc preuve d'un peu d'amour-propre et de courage et avancez vos opinions qui peuvent être vraies, fausses, mais en tout cas de cause, qu'elles soient vraies ou fausses, respectables, pardon, à visage découvert, quoi. Je veux dire, on est en 2020, la démocratie, bien qu'imparfaite, a quand même fait quelques progrès. Les médias sont là pour essayer de relayer les choses. Enfin, le débat d'idées n'a jamais tué personne. Allons-y, quoi. Discutons à visage découvert. Merci, on a peut-être encore une ou deux questions, Alessandra. Oui, tout à fait. Vous parliez de collaboration tout à l'heure. Justement, il y a un appel des indépendants qui a été lancé, auquel le Sakifo a participé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi cet appel des indépendants? Quel est le but final à cette interpellation du gouvernement? Alors, il y a plusieurs choses. Oui, on est co-signataire. Donc cet appel a été lancé localement par le relais local de l'appel des indépendants, qui a été pensé beaucoup autour de structures lyonnaises par Thomas Bordès des Électropicales, qui a été à l'initiative de ça. Bon nombre de structures y ont répondu. Thomas nous a sollicité, on y a répondu. On est tous, même si certains peuvent penser qu'il y avait un débat hier, malheureusement, je n'ai pas pu être présent. Je devais y être, mais je n'ai pas pu être présent. J'aurai des retours, je pense, par Thomas et les autres. Mais on est tous l'indépendant de quelqu'un, je crois. Nous, on est une structure indépendante, effectivement. Cet appel, il a vocation à interpeller sur plusieurs aspects. Le premier, c'est comme d'autres, de signifier l'urgence de la situation. Mais il y a quelque chose de sous-jacent aussi, qui est de dire il faut à la fois traiter l'urgence, mais en même temps, lorsqu'il y a une période de crise, profiter de cette période de crise pour corriger, si possible, ce qui ne va pas. Et essayer, si possible, d'inventer des modèles différents en corrigeant ce qui ne va pas. Pardon. Donc, tout à l'heure, j'évoquais de façon un peu brève, peut-être, ce que moi j'appelle le phénomène des concentrations. On observe depuis un certain nombre d'années des phénomènes de rachat par des très très grosses entreprises qui rachètent des entreprises et à travers les entreprises qui rachètent des pans entiers de certains secteurs. Ce n'est pas valable que dans le domaine de la culture. Il y a un débat dans la grande distribution qui est vif à La Réunion, pour parler que de celui-là, mais on pourrait parler de beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et donc on voit bien qu'un des enjeux d'aujourd'hui et probablement de demain, c'est les modèles économiques qui vont se mettre en place et à travers les modèles sociétaux et donc forcément aussi culturels. C'est-à-dire que cette diversité dont je parlais, elle est nécessaire. Et donc dans l'appel des indépendants, il y a de sous-jacent le modèle de société qu'on veut pour demain, à travers un modèle de développement culturel, de développement économique autour de la culture, de répartition des moyens aussi, qui est issu, on va dire, le modèle qui prévaut aujourd'hui en France est un modèle issu de Malraux et derrière Malraux de Lang. Voilà, en gros, les deux pères fondateurs de la pensée structurante de la culture en France. C'est ces deux personnalités-là. Et donc, on a vu l'émergence des lieux, les machins, tout ça, enfin bref, tout ce qui fait la richesse voilà. Ça a procuré énormément de choses magnifiques, mais c'est aussi un modèle qui est peut-être à re-questionner aujourd'hui sur la construction de la culture de demain, pour les générations futures. Donc,
le mouvement des indépendants, je crois, participe à ça et profite, j'aime pas le mot, mais saisit la situation pour dire attendez, nous on existe, nous on fait des choses et on est un poids qui aujourd'hui est réel, sérieux, peu considéré. Quand il l'est, pas forcément bien, ni pour les bonnes raisons. Ça veut dire par exemple, pour illustrer mon propos, qu'on va financer un événement ou un truc pour dire qu'on l'a financé, plus que pour le contenu qu'on finance. Hein, on ne pourrait pas parler de financement alibi, mais presque. Donc, et je ne parle pas de notre cas personnel nécessairement, voilà, mais il y a toutes ces réflexions-là. Et puis il y a aussi tout un tas de petites. Voilà, nous, on est entre guillemets à l'échelle réunionnaise, ce qu'on pourrait considérer être un gros indépendant. À l'échelle nationale, un tout petit indépendant. C'est pour ça que je disais, on est toujours le gros ou le petit de quelqu'un ou l'indépendant de quelqu'un d'autre. Il y a aussi énormément de jeunes entrepreneurs ou d'artistes qui sont indépendants. Un artiste, au départ, souvent, c'est sa propre création, et donc c'est une indépendance. Comment on la préserve, comment on la travaille, comment on fait tout ça. Et donc il y a un peu tout ce mélange-là, et ça, voilà, ça a donné ce mouvement-là, auquel, d'un point de vue philosophique, on adhère. Et voilà. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Peut-être juste avant de se quitter, un petit mot sur votre label et éventuellement la façon dont il évolue. On n'en a pas parlé. En général, on finit l'émission avec une dernière question à nous, après celle des internautes. Votre label, donc, Sakifo Production. Comment ça se passe? Comment ça va évoluer? Est-ce que vous avez des projets sur le feu ou est-ce que c'est un petit peu compliqué pour l'instant? C'est extrêmement compliqué. Là, ça rejoint un autre débat. Certains internautes ont probablement suivi. Il y a un vrai débat sur, par exemple, le streaming et le faible niveau de revenus octroyés par les géants du streaming. Par exemple, Spotify, le grand patron de Spotify récemment a dit que les artistes ne produisaient pas assez. Forcément, plus il y a d'artistes qui produisent, plus il y a de gens qui vont les streamer, mais donc c'est la masse, et c'est la masse qui lui fait gagner énormément d'argent. Et il y a certains artistes qui ont à juste titre répondu que c'était beaucoup plus rentable pour eux d'acheter des parts en bourse de la société Spotify que de mettre des titres en ligne et de les streamer, ce qui est une réalité. C'est-à-dire que si vous vous amusez demain matin à le vérifier, vous allez voir que c'est vrai. Donc il y a un vrai problème de la répartition des richesses au niveau des labels. Il y a eu l'effondrement du support physique, ok, très bien. L'avènement du monde digital est pour l'instant un miroir aux alouettes, enfin quelque chose qui n'est pas juste en matière de répartition, ni pour les artistes, ni pour les labels. Nous, on n'a jamais gagné d'argent avec le label, on n'a fait qu'en perdre. Et le festival n'a fait que financer le label. Donc c'est une activité à perte depuis toujours, qu'on fait par conviction pour accompagner des artistes qu'on aime et qu'on défend. La prochaine sortie du label sera Nathalie Natiembe, qu'on accompagne depuis toujours dans sa carrière, avec un album magnifique qu'on a produit déjà depuis quelques temps, mais qu'on n'a pas pu sortir pour plein de raisons, qui est un album régional, en partie enregistré à Johannesburg en Afrique du Sud et produit par un magnifique réalisateur qui est Thiago, qui est un des musiciens de Bongezi Wema Bandla, de To Me and the Volume, 340 ml, qui est lui mozambicain. Donc voilà, c'est une artiste réunionnaise et un album régional. On en est très fiers, cet album est magnifique. J'espère qu'il sortira en début d'année 2021. Après, bon, on a tout un travail avec DJ Seb qui nous procure beaucoup de joie. Ils étaient en résidence là. Il y a plein de projets autour de DJ Seb. On aura, je pense aussi, on s'est engagé à produire l'album posthume de Tiloun. Ils avaient fait 5 titres. On va essayer de voir autour de ces 5 titres et peut-être d'autres morceaux, peut-être des collaborations. Il y a eu une magnifique collaboration entre Tiloun et Elila Almeida du Cap-Vert, qui a donné une création en live qui s'appelait Rogaï Verde. Donc peut-être retrouver des titres autour de ça, peut-être trouver des solutions pour que des artistes locaux rendent hommage à des chansons de Tiloun. Je pense à Daniel, bien sûr, je pense à Jean-Marie Barré, je pense à Davis Sicard, je pense à voilà. On va entamer au niveau du label une collaboration avec Davis Sicard qui a sorti un album absolument somptueux qui est Balkabar, voilà, qu'il distribue qu'il a produit lui-même et qu'il distribue localement. Et on va accompagner Davy
sur la sortie au national dans son album vers la fin octobre. Donc on essaye, au niveau du label, de continuer à avoir une activité. C'est là aussi extrêmement compliqué compte tenu du contexte et de la fragilité, puisque si le festival n'est pas en mesure de financer ça, ça complexifie les choses. Mais voilà, on s'accroche, on se bat, on nous tient beau, nous largue pas. Avec une belle annonce quand même, cet album posthume de Tiloun qui pourrait paraître… Je ne sais pas quand. En tous les pas cas, quand c'est encore. une volonté… C'est un projet… oui. C'est un projet qui nous tient à cœur. On a, tous les proches de Tiloun ont en eux ce que tout le monde vit quand on perd un proche, et cette douleur-là. Dans le cas d'un artiste, ce qui est à la fois douloureux et extraordinaire, c'est que l'œuvre peut perdurer et vivre. Et notre engagement en tant qu'éditeur auprès d'un artiste comme Tiloun, c'est de faire vivre le répertoire. Et donc pour son fils, la fille de son fils, ses proches, et puis pour son public, et tous les gens qui aimaient l'artiste et l'homme. Donc c'est important pour nous aussi, parce que quand on travaille avec des artistes, on le fait parce que, surtout quand il n'y a pas d'enjeu de résultats économiques, on le fait par amour, par conviction, par proximité avec ces personnes. Et donc, quelque part, ça nous est nécessaire à nous aussi. Donc, je ne sais pas quand, mais on le fera. Ce sera un bel hommage en tout cas si ça se réalise. Oui, je crois. Ben, merci beaucoup Jérôme Galabert de nous avoir accordé cette interview Merci à sur vous. la Stress Réunion, d'avoir répondu à nos questions mais également à celles des internautes. Vous les internautes, évidemment, vous pouvez retrouver tout de suite toutes les informations de cette interview qu'on a suivie en direct sur notre site Image Presse Réunion, et vous pouvez retrouver, dès que ce live est terminé, vous pourrez le retrouver en replay sur notre page officielle Facebook. Encore merci à Alessandra qui a relayé les questions des internautes. Merci à vous tous. Et restez connectés, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Bonne journée à tous. Merci.